Oui, nous sommes à 230 jours de l'élection présidentielle américaine. C'est en effet le mardi 8 novembre que le successeur de Barack Obama à la Maison-Blanche sera désigné. Mais c'est dans 4 mois seulement, fin juillet, que les conventions du Parti démocrate et du Parti républicain choisiront leur candidat officiel. Convention républicaine du 18 au 21 juillet à Cleveland, dans l'Ohio, et convention démocrate une semaine plus tard, du 25 au 28 juillet, à Philadelphie, en Pennsylvanie. Alors avec les 5 scrutins qui ont eu lieu la nuit dernière au cours du deuxième Super Tuesday, comme on dit, le petit Super Tuesday, la majorité des délégués pour chacune des deux conventions ont été désignés. Nous sommes donc à mi-chemin, on peut dire, du marathon des primaires, mais beaucoup de candidats ont jeté l'éponge dans les deux camps et 2 candidats se détachent nettement, vous le savez, Donald Trump pour les républicains et Hillary Clinton pour les démocrates. Avec nous ce soir, pour y voir plus clair, Nicole Bacharan, historienne et spécialiste des États-Unis, qui a publié de nombreux ouvrages sur le système politique américain. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Et puis nous allons entendre dans Europe Nuit les arguments des 2 camps qui s'affrontent dans cette présidentielle, les démocrates incarnés par Joe Smallhoover et les républicains représentés par James Gillespie. Bonsoir à tous les 2. Bonsoir. Alors vous vivez en France où vous représentez votre parti et merci beaucoup d'être avec nous parce qu'on verra si vous êtes notamment en phase avec les résultats des primaires depuis 1 mois et demi et si vous soutenez les candidats que je viens de citer qui font désormais la course en tête. D'abord, Nicole Bacharan, ce soir 17 mars, est-ce qu'on a la photo du match final? Est-ce qu'on peut dire qu'on aura le 8 novembre une finale Trump-Clinton? C'est pas totalement certain, mais c'est devenu très très probable. Dans le camp démocrate, Hillary a vraiment pris une vraie avance sur son adversaire Sanders et qui semble impossible de rattraper. Il va certainement continuer probablement jusqu'au début du mois de juin cette série de primaires. Il va continuer à engranger des délégués, mais on ne voit pas bien comment il pourrait rattraper ce retard. Côté républicain, vous l'avez dit, Donald Trump est très nettement en tête, mais comme les voix ont été dispersées entre un certain nombre de candidats, il n'est pas majoritaire. Chaque fois qu'il gagne un scrutin, là hier il en a gagné 4 sur 5, c'est toujours 46, 45, 40% des suffrages exprimés. Alors les 2 infos de ces dernières 24 heures côté républicain, c'est qu'il y a un candidat de moins et il y a Oui. un vainqueur sur l'une des 5 primaires. Exactement. Donc il reste 3 candidats en lice et il semble que les 2 qui suivent Donald Trump ne veuillent pas se retirer dans l'espoir de, malgré tout, accumulant un peu de délégués d'État en État, arriver à une situation où Donald Trump n'aurait pas la majorité de ces fameux délégués au moment de la convention à Cleveland. Et là, si c'est le cas, on serait dans une situation, pratiquement inédite pour pour les partis modernes, c'est-à-dire une convention que l'on dirait ouverte, brokered, et où le premier vote serait celui des délégués qui soutiendraient le candidat pour lequel ils ont été mandatés. Et puis s'il n'y a pas de majorité, à ce moment-là, les délégués retrouvent leur liberté et tout est possible. Et Donald Trump nous a averti aujourd'hui que s'il était vraiment en tête et qu'il n'est pas l'investiture, il y aurait des émeutes. Et je pense que c'est tout à fait juste. Ce serait un scénario inédit, convention À arrangée. l'époque moderne, oui. L'époque moderne, oui. On en a connu, mais plutôt vers le début du XXe siècle. Nicole, pour aller juste un peu plus loin sur ce scénario, puisqu'on parle depuis quelques jours d'un tout sauf Trump qui serait organisé par la direction du Parti républicain et qui pourrait notamment pousser, on l'entend dire depuis hier soir, l'autre candidat, John Kasich, qui a donc remporté la primaire de l'Ohio, dont il est le gouverneur. On peut imaginer que l'appareil comme ça aille à rebours à ce point de la volonté des électeurs? Ça me paraît franchement très, très difficile. Je ne sais pas quel sera l'avis de nos invités ici, mais il est vrai que si Donald Trump arrive à la convention en ayant engrangé 47-48% des voix, je ne vois pas bien comment l'appareil peut se retourner vers les électeurs en disant vous avez voté, mais finalement ça ne nous plaît pas et on va investir un autre candidat. Si c'est plus tangent, s'il est plutôt du côté de 35-36%, ça semble tout à fait possible. Mais à l'heure actuelle, il est franchement très en avance sur ses concurrents immédiats. Alors, on va entendre nos 2 représentants des partis démocrates et républicains à Paris. Merci encore d'être avec nous, James Gillespie et Joe Smallhoover. James Gillespie, est-ce que vous suivez la progression de Donald Trump avec une certaine inquiétude, comme on l'entend dans les rangs des républicains aux États-Unis?
Je crois que chaque année où il y a une primaire où il n'y a pas un président ou bien un vice-président qui va être le nominé plus ou moins évident, il y a certainement un désaccord dans le parti entre les supporters des différents candidats. Cette année, cet effet est manifeste, vu le grand nombre des candidats complètement présidentiables. Et chaque fois que ça arrive, soit dans le parti républicain ou démocrate, il ne faut pas oublier les contests en 2008 entre Clinton et Obama, par exemple, qui était quand même un combat assez féroce. Et tout le monde disait à l'époque, ça va faire diviser le parti de manière radicale. Et finalement, oui, il y avait des tensions, des émotions, etc. Et pour l'élection générale, ils ont pu se regrouper. Pardonnez-moi, on a quand même rarement observé un tel divorce entre l'appareil du parti et son favori, son candidat favori, comme aujourd'hui. Et on est qu'au mois de mars. Et encore une fois, on est maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, on est à mi-chemin. M. Trump a rapporté environ 40% des suffrages. Les autres candidats environ 60%. Et il reste maintenant à voir, maintenant que le nombre de candidats potentiels s'est rétréci, reste à voir les suites des 24 États qui restent à voter. Joe Smallhoover, vous regardez avec gourmandise cette épopée Trump qui se déroule en vous disant « chouette, on va avoir le meilleur ennemi que l'on puisse battre en novembre ». Que ce soit Trump ou Cruz, je discompte la possibilité que ce soit sarcastique, mais oui, avec un certain plaisir. En tant que citoyen américain, ça m'effraie beaucoup, parce que je pense que la nation sera mal servie par l'un ou l'autre candidat, et donc j'espère très fortement qu'ils ne pourraient pas être élus, mais c'est quand même assez intéressant de regarder. Et je m'appelle une chose. Ils vous paraissent aller trop loin dans le balancier par rapport à ce qui est le centre de gravité de la société américaine. Trump et Cruz ont ouvert tous les deux boîtes de Pandore différents, mais du sort des monstres de tout ce qui est difficile, et je pense que ça va assez mal servi la population. L'autre jour, il y avait un interview donné par Rubio. C'était avant les élections en Floride. C'était pas un discours et c'était pas une conférence de presse. Il parlait jusqu'aux journalistes et ça durait un quart d'heure à peu près. Et elle a dit, il était en plus ou moins relativement serein sur le fait qu'il allait perdre son propre État. Et il disait qu'il allait soutenir le candidat du Parti républicain, mais que tous les jours, ça devient de plus en plus difficile pour qu'il puisse le dire. Donc, de côté démocrate, on ne peut réagir, dire super, même les candidats commencent à dire qu'ils ne vont pas forcément soutenir. Et Carson, qui s'est retiré il y a plusieurs jours, il a donné son soutien à Trump, et ensuite il a dit dans un autre entretien, en fait, je ne voulais pas vraiment le faire, mais il m'a offert quelque chose, un job. Alors, pour vous donner une idée de ce phénomène Donald Trump qui a pris vraiment tout le monde de court et tous les observateurs, y compris américains, je voudrais qu'on réécoute ce que disait le journaliste Axel Krause, que je recevais à ce micro le 8 août dernier. On était donc vraiment dans les soubresauts de l'avant-campagne des primaires. Et je lui demandais s'il pensait que le phénomène Trump allait durer. C'était juste après le premier débat entre les prétendants républicains. On l'écoute. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit, mais je le dis ici aujourd'hui. Je crois qu'on a vu, dans un sens, le début de la fin de Donald Trump. On a vu les signes samedi soir, quand un groupe très influent dans le sud, à Atlanta, qui ont viré M. Trump de la plateforme d'une très grande conférence sur l'avenir politique des conservateurs. Voilà, Axel Krause, donc le 8 août dernier. Alors, il faut lui rendre justice, il n'a pas été le seul à tenir ce discours, et y compris sur les chaînes non-stop d'information américaines. On a entendu un peu ce discours des observateurs. Nicole Bacharan, comment ce candidat, ce milliardaire sorti de l'establishment, enfin issu justement d'un refus de l'establishment, a pu franchir toutes ces étapes et arriver aujourd'hui à être le favori? Alors, je crois que le Parti républicain ne se reconnaît pas généralement dans Donald Trump. Je parle des élus, des cadres du parti. Et qu'en même temps,
il arrive là d'une manière logique. C'est assez terrible et moi j'ai vraiment, comment dire, un vrai intérêt et même une sympathie pour le Parti républicain, mais il a vendu son âme de manière successive à des gens qui étaient ou complètement extrémistes ou qui n'avaient rien dans la tête. Je pense à Sarah Palin qui a eu une place qu'elle n'aurait jamais dû avoir, en allant chercher des voix vraiment aux extrêmes pendant les primaires. Alors, du temps de Ronald Reagan, c'était les gens anti-avortement. Ensuite, avant, il y avait eu même Nixon qui était vraiment allé chercher les racistes du Sud, puis les anti-avortements, puis les évangéliques avec des positions religieuses Là, extrêmement tout y est extrêmement passé, hein. radicales. Les Puis les Mexicains Tea Par- voleurs, voilà. violeurs, Puis les Tea les Parties femmes. qui sont arrivés, et ça c'est typiquement Ted Cruz arrivé au Congrès en disant zéro compromis, jamais de compromis, alors que le système institutionnel exige le compromis, sinon tout se bloque. Et maintenant, finalement, Donald Trump qui surfe sur la vague de la colère de blancs qui, comment dire, sont plutôt des défavorisés de la société, des gens qui sentent qu'ils ne peuvent pas participer à la mondialisation et à qui on sert le bouc émissaire favori, c'est-à-dire l'étranger, le noir, il faut le dire franchement, les minorités, les Mexicains, les immigrants et les femmes qui devraient rentrer à la maison. Et les c'est- musulmans qui seront exactement. non grata sur Et le sol c'est américain. tragique pour le Parti républicain. Alors soit il survit en admettant que Donald Trump est le candidat, soit effectivement il se divise en deux et il y a une refonte de ce parti. Alors, James Gillespie, comment expliquez-vous, vous qui représentez le Parti républicain en France, que vos camarades républicains électeurs aux États-Unis, même s'ils veulent exprimer cette colère anti-système, anti-présidence Obama qui a duré 8 ans, aillent vers ce candidat quand même très extrémiste et très imprévisible dans ses déclarations? On le voit depuis 6 mois. Je vais d'abord répondre juste directement. Il faut éviter les caricatures. Hein, genre, les propos, genre les femmes doivent rentrer à la cuisine, etc. C'est pas du tout, maintenant, n'était jamais la position du Parti républicain. Mais je Non, crois pas que... le Parti républicain. Mais je pense que Donald Trump est un peu sexiste, un peu misogyne. Oui, mais les femmes rentrent... Là, on descend vraiment dans les caricatures. Mais ce qui est entièrement vrai, Il n'est pas apparu comme un candidat très féministe. on est d'accord quand même, non ce qui est entièrement vrai, c'est qu'il y a des sentiments de frustration, voire des trahisons de la part d'une grande partie de la population qui trouve que les élites politiques, de droite ou de gauche peut-être, ont complètement ignoré les vrais soucis et des soucis qui sont complètement légitimes, que leur voix se fait plus entendre. Et il y a des candidats, Trump et autres, qui expriment cet sentiment de frustration de manière très directe. On voit côté démocrate, par exemple, que Bernie Sanders a fait à peu près 40% des voix, avec ce même ressentiment de frustration et d'oubli. Et le fait qu'il y a des candidats qui font agrandir le nombre d'électeurs de manière extrêmement importante, et simplement le résultat de ce sentiment que les 8 ans d'Obama ont laissé perdre l'opportunité à beaucoup d'Américains. Joe Spanhoover, il y a du vrai dans ce que vient de dire James Gillespie, parce que entre Hillary Clinton et Bernie Sanders, il y a vraiment, on peut presque dire, 2 projets de société. Comment on fait la synthèse au bout du compte dans 6 mois pour donner l'impression de vraiment entendre ce que dit la base démocrate et notamment les électeurs très nombreux et très jeunes, on l'a remarqué, de Bernie Sanders? Quand ils étaient tous les deux au Sénat, Sanders a voté 96% des fois avec Hillary aussi. Donc en fait, leurs projets ne sont pas si différents que ça. Le différence, c'est que lui, il était plutôt idéologue, et je pense, et idéaliste, et elle est plutôt, elle met le point sur le fait du pragmatisme, du fait qu'il faut quand même négocier avec le Congrès et qu'il ne peut pas espérer avoir une vraie révolution, parce que lui, il prêche, il dit pour que moi je puisse gouverner comme je veux. Il ne suffit pas de m'élire, mais aussi de faire une révolution politique. Robert Reich, qui était ancien secrétaire du Trésor aux États-Unis, dit aujourd'hui,
le meilleur candidat pour le président du système actuel est Hillary Clinton, mais de son point de vue, le meilleur candidat pour le système futur sera Bernie Sanders. Donc, côté démocrate, c'est un choix, mais pas énormément de différence. Mais il y a une énorme différence entre les candidats démocrates et les candidats républicains. Ceci étant, James a dit vrai, il y a aussi côté des démocrates un peu de frustration. Et donc cette frustration-là exprimée d'un côté. Pourquoi ? Par rapport à l'action menée par si vous regardez les endroits, comté par comté, oui. État par État, le soutien pour Trump et le soutien pour Sanders, vous verrez qu'il y a la carte électorale, et très souvent les comtés qui ont soutenu Trump, côté républicain, ont également soutenu Sanders, côté démocrate. Et inversement, les comtés qui ont soutenu Hillary ont soutenu d'autres candidats républicains, comme Cruz, par exemple. Donc, si une division, ce serait plutôt... et souvent aussi, quand on regarde Missouri, qui était très, à parts égales, très serré de les deux côtés, c'était les grandes villes qui votaient pour Hillary, la campagne qui votait pour Sanders, et plus ou moins la même chose côté républicain, c'est de la campagne qui votait pour Trump et les villes qui ont voté pour Cruz. Joe Smallwood, il y a quand même une question qui se pose, parce qu'on sait que la politique américaine, c'est aussi une affaire d'image, et on va le vérifier sans doute peut-être pendant les conventions de Philadelphie et de Cleveland. On sent que du côté démocrate et du côté notamment des partisans d'Hillary Clinton, il n'y a pas un appétit, un enthousiasme grandiose pour la soutenir, et on voit même dans les sondages, je crois que 40% des Américains disent ne pas l'aimer. Ça, c'est quand même un handicap de départ pour une possible future présidente des États-Unis. Si vous regardez aujourd'hui ce qui se passait dans les élections, Hillary Clinton, elle dévance déjà les résultats d'Obama en 2008. En numéro de voix, numéro de délégués. Non, mais je parle de l'élan. Non, tout à fait. Mais comment peut-elle avoir plus de voix, plus de délégués, plus de comtés et plus d'États que Obama avait eu en 2008, et tout le monde disait en 2008, l'élan était de son côté. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'élan du tout. En fait, la différence, c'est que nous n'avons pas le même angoisse et colère que les supporters de Trump, et tout simplement, il y a beaucoup plus de jeunes côté de Sanders. Donc, nécessairement, un peu de différence d'énergie. Nicole, sur ce phénomène d'adhésion. C'est vrai que les derniers sondages que j'ai vus, qui doivent dater d'hier d'ailleurs, sur est-ce que vous aimez Donald Trump, est-ce que vous aimez Hillary Clinton, donnaient 53% des gens qui n'aimaient pas Hillary Clinton et 63% qui n'aimaient pas Donald Trump. Et ce serait tout à fait inédit qu'on ait face à face deux candidats qui, au-delà de leur camp politique, au-delà des gens qui disent « je vais voter pour lui ou pour elle », ne sont pas sympathiques, disons, à une majorité d'Américains. Il n'y a pas tellement longtemps que ces sondages-là existent, mais ça doit faire quand même une trentaine d'années, et aucun candidat américain n'a été élu président en étant au-dessus de la barre de 50% de personnes qui le trouvent antipathique. Donc c'est vrai que je pense que du côté de Hillary Clinton, dans son camp, il y a vraiment une solidité, une connaissance, une constante qui est appréciée, mais pas forcément l'élan du cœur. Je pense que dans le camp Donald Trump, il y a un élan beaucoup plus viscéral qui est là, mais qui finalement ne déborde pas sur un électorat très large. Donc je trouve que quand même, on n'est pas dans une situation que l'on peut facilement comparer à des élections précédentes, même si, quand on regarde de près, ça a quand même été toujours assez conflictuel. En quelques mots, quel est le calendrier là, qui nous attend d'ici les conventions de juillet? La campagne continue, elle va battre son plein? La campagne continue avec une série de primaires jusqu'au 7 juin, où les dernières ont lieu en Californie. Deux grands États comme New York, notamment, bientôt en lice. Mais ce sont des États qui, en général, choisissent de donner une espèce de prime aux vainqueurs dans la distribution des délégués. Donc on ne voit pas très bien comment ça pourrait inverser la tendance. Et puis, peut-être un abandon du côté républicain, puisqu'ils sont encore 3, et finalement les conventions, et puis après la campagne générale avec un démocrate, un républicain ou une démocrate probablement,
et l'élection le 8 novembre. Ça, on aura une idée dès le mois de juin déjà des finalistes, sans doute. Je vous laisse le dernier mot, James Gillespie. Est-ce que vous pouvez accepter l'idée du scénario d'une convention arrangée en juillet pour éviter l'ouragan Trump? Je crois qu'il faut simplement suivre les règles. Et les règles sont définies depuis très longtemps. Et une convention où il n'y a pas un candidat qui est prédestiné, ça fait quelques années que ça ne s'est pas arrivé, mais ce n'est pas complètement inédit non plus. Je pense que côté démocrate, c'était plutôt en 1968. Côté républicain, la dernière fois, c'était en 1976. Donc, ça sépare le 19e siècle quand même. Donc, il y a les règles. Le parti va prendre une décision. Et à mon sens, historiquement, après que cette décision soit prise, le parti regroupe derrière le candidat choisi. Et hypothèse donc d'une élection de Donald Trump en novembre, d'après ce que l'on entend, d'après ce que les pays expriment, les chancelleries plus ou moins discrètement, les commentaires qui sont faits par la presse, est-ce que vous ne craignez pas un président Trump qui soit un petit peu mis au banc des nations et qui soit très isolé sur le plan international compte tenu de ce qu'il déclare et de ce qu'il annonce? Ce que je trouve impressionnant en ce moment, c'est que plutôt les chancelleries et surtout les ministères des Affaires étrangères sont très en colère contre la politique menée par le président Obama. Si vous avez suivi, par exemple, l'interview accordée par le président Obama la semaine dernière, où il traitait des cowards et des faibles la France et l'Angleterre, concernant la Libye, par exemple, ça a simplement renforcé la colère sentie en Europe par un abandon total de nos alliés historiques depuis 8 ans. Maintenant. Donc, est-ce que l'Europe ou le monde entier doit avoir peur d'un président républicain? Je pense qu'il devrait plutôt avoir peur à une continuation de politique désastreuse de cette administration actuelle. Mais on a aussi noté les commentaires du président Obama sur la campagne qui se déroule et pour laquelle il ne peut pas se présenter, où il déplorait une certaine tonalité et des valeurs qui étaient un petit peu foulées aux pieds par rapport à ce que disent les Américains. Nicole, c'est pas très fréquent que le président sortant qui ne se représente pas commente ainsi la campagne qui se déroule. Je pense qu'on reste quand même dans une situation inédite. Je pense qu'il est tout à fait inédit aussi que autant de gouvernements ou de responsables en Europe expriment leur hostilité à quelqu'un qui n'est encore qu'un candidat. C'est vrai, je pense que les Européens se sentent très seuls en ce moment. Mais je ne crois pas, à moins que ça m'ait vraiment échappé, que Donald Trump ait une seule fois prononcé le mot Europe. Et dans ses discours, et quand il parle de politique étrangère, il n'a pas fait savoir non plus qu'il était entouré d'une équipe, comme c'est traditionnel, d'une équipe d'experts de politique étrangère qui l'aide à formuler une éventuelle politique. Donc les Européens sont seuls, mais je ne crois pas qu'ils aient nécessairement besoin, même je suis persuadée qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur d'un président républicain. Je pense qu'un président Trump, ça ne serait pas un président républicain ordinaire. Donald Trump a prononcé le nom de la ville de Paris hier soir pour dire que les attentats de novembre étaient notamment un tremplin et un point de départ de sa candidature. Vrai, vous aviez raison. Merci à tous les trois. James Gillespie, merci pour les républicains que vous représentez ici en France. Joe Smallhover, merci beaucoup d'être venu. Vous représentez les démocrates ici à Paris. Nicole Bacharan, merci. Je rappelle, Nicole, votre dernier livre, Du sexe en Amérique, livre d'histoire sur le long terme, paru chez Robert Laffont. Et puis en illustration du débat que nous venons d'avoir, cette une de Courrier International, la colère primaire des États-Unis avec un doigt d'honneur brandi et le drapeau américain en chapeau par cet électeur supporter de Donald Trump, c'est-à-dire dans le Courrier International de cette semaine. Je vous dis un mot des unes d'autres hebdos de cette semaine. Charlie Hebdo qui évoque le mouvement des jeunes à propos du projet de loi sur le travail, avec ce dessin de Rhys. Hollande est foutu, les jeunes sont dans la rue, et pour les jeunes, on voit Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon, tandis que l'Express, l'Huma Dimanche et l'Obs s'intéressent au projet de loi travail. L'Express pour une réforme radicale du travail, l'Huma Dimanche pour un retrait de la loi actuelle, et puis l'Obs s'intéresse, fait de la politique un peu de projection
Hollande-Valls, qui de l'un de l'autre va tuer l'autre. Voilà, et puis pour nous détendre, on peut aussi se reporter à Télérama qui ouvre ses pages à Renaud. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Le chanteur qui, vous le savez, revient ces jours-ci et dans les semaines qui viennent sur scène avec un nouvel album. Merci à tous. Merci d'avoir écouté cette édition d'Europe Nuit, notre débat spécial. Ombline, on se retrouve demain. Oui, à demain soir, Emmanuel. Et place tout de suite avec un léger retard à la libre antenne jusqu'à 1h du matin et avec Caroline Dublanc.